Bonjour. Aujourd'hui, le cours de puériculture, et en particulier sur les rythmes et les compétences du nouveau-né, va parler des compétences sensorielles de l'enfant. En effet, nous allons détailler les compétences et les acquisitions sensorielles du nouveau-né dans l'objectif de pouvoir montrer ou apprendre aux parents les capacités de leur enfant, et afin de pouvoir avoir la notion de deux des trois fonctions privilégiées du système nerveux, qui sont, outre la fonction motrice qui sera étudiée plus tardivement dans l'examen clinique du nouveau-né ou dans le développement psychomoteur, la fonction sensorielle, qui va assurer la première expérience des stimulations, la sensation visuelle, auditive, gustative, tactile, olfactive, spatiale, et la fonction d'intégration qui est liée, qui intègre l'interprétation consciente que l'enfant aura eue de l'information sensorielle, et donc qui va gérer sa perception, sa mémoire, et du coup son processus d'élaboration de pensée. Durant la période néonatale, il va y avoir de nombreux ajustements physiologiques qui seront nécessaires pour l'enfant à la poursuite de sa vie extra-utérine. En effet, nous l'avons vu dans le cours sur l'adaptation, il existe des adaptations circulatoires, respiratoires, thermiques, hépatiques, glycémiques, rénales, mais il va y avoir d'autres ajustements au niveau sensoriel qui vont aussi lui permettre de pouvoir s'adapter à la vie extra-utérine. Non seulement de s'adapter, mais aussi évoluer, et ces comportements vont être mis en place, ces capacités vont être provoquées par des stimulations extérieures. Parallèlement au changement de l'enfant, et parallèlement au changement physique que la grossesse entraîne, la grossesse et l'accouchement vont imposer à la future mère et au futur père de nombreux réaménagements émotifs qui peuvent être d'ordre anxiogène et troubler les futurs parents. Non seulement les parents vont devoir gérer toute l'anxiété qui est entrée en jeu antérieurement à la grossesse, les modifications du corps, la crainte de l'épreuve physique de l'accouchement, la peur de l'échec, la peur de mettre au monde un enfant prématuré ou mal formé, et à toutes ces peurs va s'ajouter l'anxiété de réussir un nouveau rôle, le rôle de parent, d'autant plus, comme je l'ai dit en introduction, dans la place de l'enfant dans la société. Les parents sont de plus en plus coupés d'un modèle familial dans notre société actuelle, qui aurait pu l'initier au comportement de maternage. Du coup, la nouvelle maman va devoir se conformer aux conseils plus ou moins détaillés qui vont lui être fournis par nous, professionnels de la périnatalité. Et cette anxiété de la mère et du père va pouvoir éventuellement être, si ce n'est soignée, tout du moins partiellement gérée par la découverte du fait qu'ils ne sont pas tout seuls, et que l'enfant est aussi là, avec ses propres comportements, ses propres compétences, pour les aider à devenir parents. En effet, le comportement du nouveau-né est considéré comme adaptatif, et son organisme est non seulement perçu comme pouvant survivre, mais surtout comme étant capable de susciter les soins nécessaires à son développement. En 1973, Brazelton a mis en place l'évaluation du comportement du nouveau-né, qui se base sur la possibilité, sur le pouvoir que l'enfant a de mettre en route des comportements complexes et organisés, afin de demander et de recevoir les soins dont il a besoin. La démonstration des différentes capacités du nouveau-né est une révélation pour les parents, et elle leur permet ainsi de connaître leur enfant sur le bout des doigts, ses ressources, ses réactions, ses signes de fatigue, son individualité.
Ainsi, le comportement du nouveau-né va être variable en fonction des moments. Nous avons déjà parlé des états de vigilance de l'enfant, les états de sommeil et les états d'éveil. Ces états de l'organisme de l'enfant, et en l'occurrence l'alternance des différents types de sommeil et des types d'éveil, vont avoir un effet sur la stimulation de l'enfant et du coup sur la réaction qu'il va avoir face à ces stimulations. Les pleurs du nouveau-né peuvent être provoqués par la faim. Vous le reverrez dans le cadre de l'enseignement sur l'allaitement maternel. Peuvent être provoqués par la douleur. Vous le reverrez aussi dans le cadre de l'enseignement sur le nouveau-né en pédiatrie l'année prochaine. Mais les pleurs peuvent aussi être utilisés par le nouveau-né afin de se protéger contre des stimulations excessives ou des stimulations qui ne lui plaisent pas. Ces pleurs qui peuvent apparaître de manière plus ou moins prolongée peuvent survenir assez cycliquement, précédant des changements d'état de vigilance ou pas. En tout cas, leur fonction semble correspondre à une gestion de l'organisation du système nerveux central. Les stimulations peuvent être de différents ordres. L'enfant peut être stimulé au niveau visuel, et les réponses aux stimulations visuelles, qu'elles soient animées ou non, sont présentes dès la naissance, on le reverra un petit peu plus tard. La figure humaine constituant le stimulus privilégié chez le nouveau-né, qui entraîne en général des réactions de mouvements complexes. Les réactions aux stimulations auditives du nouveau-né ont montré, à la fin des années 70, dans certaines études, que l'enfant avait des préférences à l'égard des sons produits par la voix humaine par rapport aux autres sons. En effet, le nouveau-né réagit avec plus d'attention quand il entend une voix humaine. Il ralentit son rythme cardiaque, il arrête ses activités motrices. Au niveau olfactif, les enfants ont aussi des réponses préférentielles. On le reverra un petit peu plus tard dans le détail, mais un enfant est tout à fait capable de reconnaître l'odeur du lait de sa mère. Et le nouveau-né manifeste une grande sensibilité au toucher, et il y a un effet indéniablement apaisant du maintien de l'enfant dans les bras d'un adulte, quelque chose de très connu des mères et des professionnels. Quelques rapides rappels au niveau de la maturation du système nerveux tout d'abord. Cette maturation commence avec l'expérience. Tout d'abord, on peut parler de la myélogénèse, puisque la myélinisation du neurone accélère la transmission de l'influx nerveux. C'est un processus qui fait son apparition dès 18 semaines d'aménorrhée. C'est un processus qui se fait selon des lois constantes. On parle d'instinct formatif du système nerveux qui subit au moment de la naissance une forte poussée. Après la naissance, la myélinisation devient corticale et l'influence de l'écorce cérébrale commence à s'exercer en tant que différenciation, inhibition et conditionnement des réflexes. Bien entendu, il existe une grande variabilité individuelle selon l'âge gestationnel. Les relations interneuronales sont sous la dépendance des facteurs énergétiques et métaboliques et sont, vous le savez, nécessaires à la mise en place des schèmes complexes corticaux. Et on a enregistré une activité électrique cérébrale dès la 28e semaine d'aménorrhée, ce qui suggère l'existence dès la vie intra-utérine de facultés cognitives, associatives et de coordination. Concernant la maturation des organes des sens,
étroitement liées à la maturation du système nerveux. L'essentiel des structures s'établit entre la fin du 2e mois et le début du 7e mois de grossesse, toujours dans l'ordre qui caractérise tous les vertébrés, d'abord le système cutané, puis olfactif, gustatif, vestibulaire, auditif et visuel. Donc vous voyez que la maturation des organes des sens est plus rapide que celle du système nerveux central, mais c'est probablement nécessaire dans le rôle que jouent ces organes des sens dans la maturation du système nerveux central. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La maturation du système nerveux central commence avec l'expérience, et pour pouvoir expérimenter des sensations, le fœtus a besoin d'organes fonctionnels. Chez l'animal, on sait qu'un environnement sensoriel riche, par exemple un environnement très lumineux, avec des sons différents, où on propose des jeux, va entraîner une augmentation d'épaisseur du cortex cérébral par rapport à une ambiance qui serait plus pauvre, un animal isolé par exemple dans une cage sans aucune stimulation. Donc la structuration du cerveau dans la période postnatale semble dépendre de l'interaction qui est nécessaire avec l'environnement, ceci étant aussi valable dans la période prénatale. L'influence du milieu est indéniable sur la maturation et des organes des sens et donc du système nerveux. Tout cela pour dire qu'évolution veut dire modification dans le temps, et donc selon le terme de l'enfant, et donc selon le terme de naissance de l'enfant, il va exister des différences entre les nouveau-nés. Concernant la vision, au cours de la vie fœtale, la vision va évoluer. Tout d'abord, vers 14 semaines de gestation, les muscles oculomoteurs et les globes oculaires sont formés. C'est vers 30 semaines que les pupilles présentent des réflexes à la lumière. Vers 32 semaines qu'il existe un réflexe des yeux à l'éblouissement. À 34 semaines, il est capable de suivre avec un mouvement de la tête par saccade oculaire une cible contrastée. C'est ce que l'on appelle le suivi oculocéphalogire. Et vers 37 semaines, il oriente spontanément et activement les yeux et la tête vers une lumière douce. Cette maturation cérébrale est suivie chez le prématuré, et donc un enfant prématuré va avoir la même vitesse d'évolution de la vision qu'un fœtus. À terme, donc la vision n'est pas non plus totalement mature, du fait de la myélinisation et du câblage neuronal qui est non achevé. Mais ça fonctionne. Ce qui n'est pas encore mature, c'est l'acuité visuelle qui est très faible, environ 60 fois plus faible que celle de l'adulte. Le nouveau-né à terme ne voit donc pas bien les détails fins et il s'intéresse surtout aux zones de contraste importantes. Le nouveau-né n'a pas d'accommodation, il voit flou à toutes les distances. Celle-ci va évoluer en quelques mois, puisqu'à 3 mois l'accommodation est meilleure que celle de l'adulte. La fixation oculaire et la poursuite oculaire saccadée, je vous le disais tout à l'heure, existent dès la naissance, mais ils vont être fonction de différentes informations du milieu et elle ne sera pas identique en fonction de la modification de l'éclairage, de l'objet, de la brillance, du contraste des couleurs. En effet, la faiblesse du nombre de bâtonnets à la naissance ne permet pas au bébé de voir les couleurs comme nous les voyons. Enfin, à la naissance, les coordinations sensorimotrices, tactiles et visuelles sont indépendantes. C'est-à-dire que le bébé ne peut pas attraper ce qu'il voit et il ne peut pas regarder ce qu'il touche. C'est plus tard, vers 4 mois, que ces coordinations se mettent en place. Par contre, dès le moment où il ouvre les yeux, le nouveau-né est capable de diriger son regard vers un point ou un autre de son environnement. Il va surtout fixer les angles et les limites des formes. Par exemple, quand il voit un visage, ses yeux vont en faire le tour. Il va souvent préférer ce qui est hétérogène et complexe, plutôt que quelque chose de simple. Et son regard est plus attiré vers la nouveauté que vers l'habituel. Il va donc pouvoir suivre un mobile, si le mobile ne se déplace pas trop vite.
faire la différence entre une boule et un cube si leur taille est suffisante. Et ils vont être surtout capables de différencier leur mère d'une autre femme. La vision binoculaire est fonctionnelle dès la naissance, c'est-à-dire que les deux yeux se déplacent toujours simultanément et s'orientent de manière à ce que les deux regards se fixent sur un même point. Concernant les coordinations sensorimotrices, la coordination entre vision et audition est beaucoup plus précoce qu'entre vision et tact, puisque dès la naissance, l'enfant va tourner la tête et les yeux ensemble vers une source sonore. Enfin, un nouveau-né dispose de possibilités de traduction automatique entre différentes modalités sensorielles. Et une expérience a été faite avec des nourrissons de 30 jours à qui on faisait soit téter une tétine lisse, soit une tétine parsemée de petites irrégularités, tout en ne montrant pas aux enfants la tétine. Dans la deuxième partie de l'expérience, en présentant les tétines visuellement, les nourrissons reconnaissaient celle des deux qu'ils ont sucées. Dans l'ensemble, on peut considérer que c'est vers 6 mois que le bébé dispose de capacités visuelles de base très proches de celles de l'adulte. Mais ces capacités visuelles dès la naissance lui permettent tout à fait de commencer à interagir et à réagir à son environnement. Concernant l'audition, à la différence de la vision qui est très peu stimulée avant la naissance, celui-ci est fonctionnel, ce sens est fonctionnel in utero. Le fœtus entend puisqu'il réagit significativement aux stimulations auditives externes. En effet, l'échographie va nous montrer ces réactions avec des augmentations du rythme cardiaque, des mouvements généraux de l'enfant. On note aussi une différence de réaction en fonction de la qualité de la stimulation. Chez le nouveau-né, puisque tout est fonctionnel in utero, tout est fonctionnel à la naissance. Il est en mesure de percevoir les sons de parole qui sont produits par l'entourage. De plus, il reconnaît la prosodie de la voix maternelle, c'est-à-dire l'intonation, la mélodie de la voix de sa mère. Il a des réactions motrices à la stimulation auditive. Il va cligner des paupières ou orienter sa tête vers la source. Et il est en mesure de reconnaître la voix de ses parents. Il peut distinguer celle de son père et celle de sa mère. Et il est enfin équipé de détecteurs spécifiques de la fonction linguistique, ce qui lui permet de faire la différence entre certains sons, le ta et le da, ou le pa et le ma. Il va donc percevoir dès la naissance une grande variété de contrastes sonores, ça bien avant de pouvoir les reproduire. Concernant l'odorat et le goût, le fœtus a des sensations olfactives qui sont apportées par le liquide amniotique et qui peuvent donc être changeantes pendant la grossesse. Au niveau de l'olfaction, c'est tout à fait fonctionnel au moment de la naissance, puisque dès le premier jour de vie, il est capable de reconnaître l'odeur de sa mère et la distinguer des autres odeurs d'autres mères. En effet, des expériences ont été réalisées et le nouveau-né a une préférence pour l'odeur du sein de sa mère par rapport à l'odeur d'autres seins maternels allaitants. L'odorat a un rôle très important dans l'attachement entre la mère et l'enfant et dans l'organisation de la journée. Ce sont les odeurs qui vont rythmer la journée du nouveau-né. In utero, toujours, des changements de saveur sont perçus par le fœtus, et à la naissance, le nouveau-né est tout à fait capable de différencier les goûts et de le montrer par une mimique de rejet ou de plaisir, selon que le goût est amer, sucré, acide ou salé. Vous le verrez quand vous donnerez les différentes vitamines à la naissance au nouveau-né. Certaines sont très amères et sont très peu appréciées des nouveau-nés. Les étudiants sages-femmes ont beaucoup de mal à leur faire avaler, alors que les vitamines au goût prononcé sucré ne poseront en général aucun problème. Concernant l'appareil vestibulaire, donc la sensation d'équilibration et de proprioception, in utero, les stimulations se font par les mouvements du corps de la mère et par les propres mouvements du fœtus.
L'appareil vestibulaire est mature dès la 15e semaine. Il donne des informations donc sur le positionnement de la tête, sur les déplacements dans l'espace, sur les déplacements du tronc. Il va contrôler les équilibres du corps ainsi que l'oculomotricité, c'est-à-dire la coordination entre le visuel et le moteur. C'est un système qui fonctionne en plurimodal, c'est-à-dire par le recoupement automatique des différentes informations visuelles, auditives, proprioceptives. Il va y avoir recoupement des informations entre elles, et c'est pour cela que dès 30 semaines, le réflexe de Moro est présent. Le réflexe de Moro est présent. Vous verrez le détail du réflexe de Moro dans l'examen clinique du nouveau-né. C'est un réflexe de coordination motrice à une stimulation de type perte d'équilibre. De plus, le bercement postnatal est quelque chose qui ajoute aux relations affectives entre mère et enfant un enrichissement sensoriel très favorable au bon développement psychomoteur de l'enfant. Concernant le toucher, il va y avoir augmentation des sensations tactiles durant la croissance fœtale. Plus le fœtus grandit, plus le liquide amniotique diminue et donc plus les sensations tactiles augmentent. La maturation des récepteurs tactiles est achevée à 6 mois de gestation. Et durant la grossesse, le fœtus est constamment stimulé, puisqu'il est bercé contre la paroi utérine, contre le placenta, éventuellement contre un jumeau. À terme, le nouveau-né a une sensibilité au chaud et au froid, d'autant plus marquée qu'il a des difficultés de régulation thermique, ça nous l'avons déjà vu. Le nouveau-né est sensible à la douleur. Un chapitre complet du programme de pédiatrie traitera de la douleur du nouveau-né. Et le toucher n'est pas ressenti comme quelque chose de simplement physique, mais aussi comme une émotion, puisque les sensations que l'enfant va éprouver au contact du corps de sa mère va constituer son premier mode de communication, son premier contact avec les autres êtres humains. Ce sont ces sensations, émotions tactiles qui vont contribuer à lui permettre de découvrir peu à peu qu'il est un être différent de sa mère. C'est le toucher qui va lui permettre de conscience qu'il est individuel. Alors pourquoi connaître toutes ces compétences du nouveau-né? Tout simplement pour pouvoir les apprendre, les montrer aux parents. Cela, comme je le disais en introduction, va leur permettre de prendre conscience que leur enfant peut les aider dans le nouveau rôle qui leur est dévolu. Ils sont souvent bien émerveillés des grandes capacités sensorielles des enfants, mais malgré tout, il faut faire attention à la surstimulation. On n'a pas intérêt à accélérer le processus de développement du nourrisson, à vouloir lui faire brûler les étapes, et il faut surtout se souvenir des limites des compétences de ces enfants. Un nouveau-né se fatigue très vite. Certaines de ses compétences sont immatures. Il a tout à apprendre. Il a des compétences de départ qui viennent de ses acquisitions in utero, mais il faut respecter la chronologie des acquisitions du nouveau-né et de l'enfant. Il ne peut pas tout apprendre en même temps. Et puis il faut avoir la notion des périodes sensibles. Les périodes sensibles sont les périodes durant lesquelles l'enfant est plus réceptif. Dans une journée, dans une vie, un enfant est plus réceptif à certains moments qu'à d'autres. Mais tout ça va aussi aider les professionnels, puisque la relation au nouveau-né dans le soin se fait entre les parents et l'enfant, mais aussi entre les professionnels et l'enfant. Le bébé nous renseigne quand on est en train d'en faire trop. En l'observant, on peut déterminer quels sont les signes d'une surstimulation, la fatigue, l'inattention, l'irritation, les pleurs ou l'endormissement sont à respecter. Par contre, tant que le bébé éprouve du plaisir, il reste attentif et il collabore. L'attention et la collaboration sont des signes évidents de bien-être pour le bébé. Donc cela vous permettra au mieux de gérer votre soin au nouveau-né.